particulier, mais bon. Euh, Évidemment. Alors, on va démarrer tout de suite, on va pas perdre de temps. Et donc déjà, qui est Maître Divisio? C'est quoi votre enfance? Comment vous avez grandi? Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier d'avocat? Est-ce que c'est une volonté depuis l'enfance ou c'est au fil des années? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une passion ou ça a été vraiment un parcours Une passion, je sais pas, je veux dire, j'aime je sais pas, je c'est un mot avec lequel j'ai du mal, la passion. Hem, non, moi je suis issu d'une famille d'immigrés, famille, d'ouvriers, italiens. On est la seule génération avec mon frère à être né en France et finalement, moi, ce que j'ai d'abord vécu au cours de mon adolescence pour des raisons très compliquées, et c'est ce qui m'a conduit à cette profession, c'est après c'est un peu comme toutes les vocations, les chemins sont sinueux, mais j'ai été confronté pour la première fois de ma vie, je pense, de manière flagrante à l'injustice en ce que j'étais en troisième, j'étais un frondeur depuis tout le temps moi. Au sens où, en fait, je trouvais que, il y avait des problèmes qui se posaient au sein de mon collège et qui n'étaient pas identifiés, qui n'étaient pas clairement rapportés. Et c'était à l'époque des moi je suis issu de la gauche, de la grande gauche mitterrandienne, de ces radios libres, de cet espoir qu'avait fait naître François Mitterrand et que sans doute d'ailleurs il a à certains égards réalisé. Je suis la gauche, mes parents sont, de la gauche des 39 heures, de la gauche des congés payés, de la gauche, mitterrandienne avec tout ce qu'elle représente de vent de liberté, comme on l'a dit. Et et donc, en fait, j'ai toujours été élevé dans, une méfiance du bourgeois, pour faire simple. Parce que, c'est-à-dire que et c'est très drôle parce que je trouvais ça en fin de parcours, il y a d'un côté ceux qui, clament la liberté, ceux qui parlent de la justice et puis il y a ceux qui la subissent, en fait. Et s'il y a une chose que ma vie d'enfant et d'adolescent m'a appris, c'est qu'on ne parle pas de l'injustice, on subit l'injustice. Et ceux qui en parlent sont rarement ceux qui la subissent, pour le coup. Et l'anecdote, c'est que, moi, j'étais dans un collège de banlieue, au demeurant au niveau assez, intéressant et il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient dans ce collège et qui n'intéressaient personne. Moi, ça m'intéressait, il fallait les dénoncer et il fallait absolument, effectivement, prendre à bras-le-corps ces derniers. Et quoi de mieux, à l'époque, qu'un journal, pour le faire, bâtir un journal des élèves pour le faire. Sauf que c'est très compliqué parce que, à l'époque existait déjà, c'est très drôle, un journal du collège. J'ai été invité naturellement face à ce projet à rejoindre le journal du collège. J'en ai claqué la porte, au bout de 3 séances en disant que c'était un journal de propagande, déjà à l'époque. C'était un journal de propagande et que donc je créerais mon propre journal dissident. Heu, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, j'ai créé mon journal qui s'appelait le Tape 100 balles. Parce que c'était le prix du journal, 100 balles. Et ce journal, oui, je m'en souviens, c'est très drôle. Il y avait 3 pages dans ce journal, très court. Il y a un numéro qui est sorti, hein. 3 pages. Le premier er c'était un truc où on dénonçait quelque chose. En fait, on s'interrogeait sur un problème qui était que les enseignants, ce qui était vrai, hein, nous confisquaient régulièrement objets divers, Walkman ou ce que vous voulez à l'époque, mais nous les rendaient jamais. Heu et c'est quand même un truc, quoi. On vous pique un truc en début d'année, on vous le rend pas à la fin. C'est passé où ce truc? Heu et donc j'ai posé la question de savoir ce qu'ils en faisaient. 2e, 2e page, j'avais dénoncé, c'est marrant, j'ai jamais dit ce truc-là. J'avais dénoncé, les agressions qu'on subissait parce que cette bande d'abrutis avait rien trouvé de mieux à faire qu'on navigue entre 2 collèges, entre 2 établissements et à la récré, on faisait la navette entre l'un et l'autre sans surveillance. Vous imaginez qu'en banlieue, déjà à l'époque, c'était peut-être pas ce Ouais. qu'on avait de mieux à faire, quoi. Et donc on se faisait agresser régulièrement comme des cons, heu et et je veux dire et ça posait problème à personne. Du coup, moi, j'ai balancé ça en balançant l'inertie de la direction qui se foutait royalement de ce truc et 3e page, petite note d'humour, j'avais comparé les profs à des acteurs et les cours à des films et ça bon voilà. Quoi qu'il en soit, ce journal avait reçu, l'approbation orale et ferme Mmh. du principal de l'établissement
Et donc j'ai diffusé ce truc, je l'ai vendu, j'ai diffusé et voici que j'ai donc été ensuite renvoyé de ce collège pour avoir diffusé un journal sans autorisation, enculé. Oh mais, heu, je veux dire, mais et heu et 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 l'anecdote, c'est que est venue à mon secours, comme quoi je suis pas dingue, la conseillère principale d'éducation qui était témoin de la défense, en venant en disant: «Si, si, moi j'étais là quand il vous a donné son accord» et le principal de dire: «Oui, mais je ne l'ai pas formalisé par écrit». Et donc tout ça n'aurait pas été bien grave, me faire virer, c'est pas très grave, heu, enfin quand même un peu. Un peu parce que, quand vous êtes une famille d'immigrés qui cherchent à s'intégrer pour le coup, tout ce que vous voulez, c'est la honte jetée sur la surtout sur la communauté italienne, c'est la honte quoi, la grosse honte jetée sur la Ouais. famille. Et donc à un moment donné, vous vivez pas ça très bien quoi. Et le fait est que, j'ai été convoqué ce jour-là, le jour où ce truc-là s'est dénoué, par, le principal adjoint qui m'a pris dans son bureau et qui m'a fait un truc et ça reste encore en mémoire. Une histoire de fou où le mec pendant, une demi heure, il m'explique qu'il va faire un procès en diffamation, que, en fait, il va obliger mes parents à vendre leur maison à cause de leur délinquant de fils, hem et vraiment avec une violence telle que je me souviens à ce moment-là, d'un détail, c'est que j'étais au deuxième étage et heureusement que la fenêtre du bureau était fermée parce que je pense que je me serais jeté par la fenêtre devant cette violence, en fait. L'élève seul, j'avais 15 ans, quoi, 14 ans, seul face à la pression de l'établissement qui m'a maintenu dans la pièce, en fait, ce que le droit appellera plus tard la séquestration, mais qui m'a maintenu dans la pièce et en fait, qui a obligé ma mère, qui était ouvrière à la chaîne, à venir immédiatement prendre le train, venir récupérer son fils, lui expliquer que j'allais aller en prison, qu'elle aussi. Je dis: «Les gars, calmez-vous quand même, hein, c'est pas au journal, hein, tout le monde respire, hein». À un moment donné, tout le monde redescend, hein. Et ce truc-là, ça a été un choc terrifiant où je me suis dit, enfin intuitivement, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas là». Je me suis retrouvé tout seul face à cet univers et en fait, ce jour-là, je pense que je me suis vraiment, juré que plus personne serait seul face à l'autorité, en fait. Que plus personne, jamais, ne devrait être seul face à cette incarnation de l'autorité, face au mensonge aussi, parce que c'était ça l'anecdote, hein, de l'histoire, c'est que quand même ce mec a menti, il me l'a donné son accord. Et alors pourquoi j'ai été viré pour l'anecdote? C'est assez drôle, c'est assez cocasse. C'est parce que j'avais dit du prof d'art plastique dans monsieur Chapuis, je m'en souviens, dans mon journal, dans la comparaison à des acteurs et des films, j'ai dit: «Le cours d'art plastique, le prof d'art plastique, le père Noël est une ordure». Heu et ça avait pas plu du tout au monsieur. Ce que j'ignorais, c'est que le monsieur était pressenti pour être inspecteur d'académie et recteur, ce qui est devenu depuis, d'ailleurs. Et le principal, son adjoint et la secrétaire, le bon, la brute et le truand. Et donc, ils ont pas goûté. Enfin, si, ils avaient goûté mon humour sur le coup. Et alors, pour la petite histoire, juste pour terminer là-dessus, ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est l'impact de la censure quand même. Est-ce que vous savez que ce truc, donc, forcément, je me suis fait virer, forcément, tout le monde a su pourquoi. Et ce truc-là a circulé sous le manteau, le tapas en balle au collège Romain Roland de Tremblay en France, a circulé sous le manteau, écoutez bien, pendant 15 ans. C'est Parce que fou, moi, hein. j'ai quitté l'établissement, mais j'ai habité chez mes parents, bah, et j'y suis retourné après, évidemment. Et 15 ans plus tard, donc j'avais 30 ans, quoi, j'étais marié, un jour, je vois un élève, comme ça, juste comme ça. Et, 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 et division, le mec me dit, putain, mais c'est pas toi le tapas en balle? Je m'en souvenais même plus de ce truc, quoi. Et le mec me dit, mais attends, t'es un héros, quoi. T'es le nouveau Voltaire. Putain, les mecs savaient qui était Voltaire, comme quoi. Et donc, comme quoi la censure. Et donc, j'apprenais alors que les directeurs successifs s'amusaient à faire la chasse au journal, en fait. Et donc voilà l'effet de la censure. Et puis bon, voilà, après, j'ai eu un parcours finalement universitaire. Et je pense que ce besoin de défendre, au fond, m'a jamais quitté. Et ce côté, je voulais être journaliste, en fait, figurez-vous, au départ, au sens où ce truc m'avait donné envie d'être journaliste. Et puis finalement, je suis devenu avocat, ce qui n'était pas complètement con à regarder. Voilà un peu, c'est pas donc je sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas, j'ai découvert ce jour-là vraiment, Ce que la c'est d'être puissance. face à une Ouais, institution. et alors, vous savez, c'est très drôle parce qu'il y a quelques semaines, l'histoire fait que c'est très drôle, heu,
Alors, ceci dit, ceci dit, c'est pas fini quand même parce que Allez-y. au lycée, je me suis encore fait virer. Décidément. Mais cette fois-ci pour port d'armes illicites. Ah, attends, alors Heu, là, ça devient ça devient intéressant. merci. Alors, c'est pas drôle, mais l'histoire, c'était que j'avais cours, donc tous les samedis et tous les samedis, je me faisais agresser par le même mec, qui faisait 3 têtes de plus que moi. Je me faisais agresser par le même mec dans le même putain de souterrain. Je veux dire, bon, à la gare. Bon et donc je vais déposer plainte et effectivement, le flic m'avait dit et c'est véridique, hein, je vous promets que c'est vrai. Le flic m'avait dit: «Ah ouais, 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 on voit très bien qui c'est, mais on peut pas l'arrêter». «Mais pourquoi?» «Parce qu'il sort de tôle et sinon il va y retourner». «Oui, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, tiens». Je dis: «Ah bon?» Heu, Et le mec m'avait dit: «Écoute, il te reste plus qu'une chose à faire, hein, mon grand, c'est acheter un pistolet à grenaille». Sauf que moi, je l'ai pris au sérieux. J'avais 17 ans, quoi. Je l'ai pris au sérieux et puis tu te fais agresser tous les samedis matins, au bout d'un moment, tu discernes plus très bah, bien ce qui relève du second degré, ce qui n'en relève pas quand même. voilà. Et donc j'ai acheté ce pistolet, je suis allé à l'établissement avec et par une raison que j'ignore, il a été trouvé dans mon sac. Je m'en suis jamais servi évidemment et moi je me suis fait condamner par un tribunal correctionnel. Heu et bon, j'ai eu du bol que non-inscription au B2 et donc j'ai été ma carrière, enfin ma vie a pas été, gâchée par ce truc, mais mais donc voilà, donc j'ai été viré 2 fois quand même. Donc voilà. OK, je précise juste un truc là, je reviens vers un truc. Heu, j'ai tellement démarré vite. Je remercie, alors dans le chat officiellement, je remercie Maître Divisio d'avoir accepté déjà l'interview. J'ai même pas dit ça au début. Ensuite, pour certains dans le chat, je suis pas là, quand j'accueille quelqu'un, je suis pas là pour débattre, hein. Je suis là pour donner la parole, poser des questions que vous m'avez posées, enfin pour transmettre et des choses que je pense utiles. Donc, je suis pas là pour débattre. Ici, c'est pas TPMP, on a un invité, ça s'accueille d'une certaine manière, hein, c'est pas, voilà. Euh, Ensuite, petite question, vous êtes, alors, ça va être un petit passage. Ensuite, j'ai quelqu'un qui aimerait vous parler, quelqu'un qui vous Ouais, connaît, c'est une petite ouais. surprise, et qui voulait faire un petit témoignage. Et ensuite, on va passer sur tout ce qui est TPMP, etc. Maître Divisio, vous êtes croyant et Ouais, enfin et j'essaye. Et que pensez-vous de parce que vous êtes catholique, si je me trompe, Mmh. je me trompe pas, qu'est-ce que vous pensez d'être catholique en France? Ça paraît, antinomique, mais, Non, hem, c'est une bonne question. J'en sais rien. Je sais pas. Dire je vais être très honnête avec vous, j'en sais rien. Je suis un peu très loin des débats, il a peut-être raison, j'en sais rien, je des débats d'Éric Zemmour, par exemple et je dis ça sans aucune critique, en fait. ouais, Je dis ça sans aucun, préjugé politique, mais je dis, je suis très loin de ces débats, autour de les racines chrétiennes de la France, tout ça. Non pas que ce soit pas vrai, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'au fond, j'ai toujours du mal, ce qui enfin, comment je vais dire ça? Être catholique tout court, c'est pas facile déjà. ah Pourquoi ouais? c'est pas facile? Parce qu'on traîne derrière nous des siècles d'histoire, où se mélange le bon grain et l'ivraie et où on a tendance à retenir que l'ivraie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est les héritiers des puissants, au sens où se sont mélangés dans le catholicisme, bah, la puissance pontificale, la puissance des rois, la puissance des empires et en même temps, c'est mélangé l'humilité des moines, c'est mélangé effectivement, l'humilité de grands saints comme saint Vincent de Paul, comme d'autres encore, comme saint François d'Assise, cette attention aux pauvres. Mais, ce que je sais, si vous voulez, c'est que je ne sais pas si c'est compliqué de se définir. Je ne sais pas si je me définirais comme catholique d'abord. Moi, je me définis profondément comme chrétien, c'est-à-dire, heu, au fond, qui essaye de vivre misérablement de la miséricorde et de l'amour du Christ. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, je le revendique pas. J'ai beaucoup de mal. Vous voyez, j'ai pas de signe religieux, j'ai pas de croix, peut-être devrais-je d'ailleurs, mais non pas par honte, par,
mais parce que au fond, être chrétien, c'est quelque chose qui vous fait tomber à genoux d'abord, je pense. Je vois pas d'abord, si vous voulez, j'ai du mal à en parler parce que je ne vois pas d'abord, comment je vais dire? Ce que je vois d'abord, c'est, l'homme pécheur que je suis, l'homme blessé que je suis, mais l'homme pardonné, l'homme sauvé, l'homme racheté. Et que ma seule gloire, ma seule fierté, au fond, elle est dans le Christ mort et ressuscité et pas grand-chose d'autre, si vous voulez. Et c'est pour ça que, j'essaye de rester un tout petit peu en retrait, par exemple, de ces grands débats sur l'islam ou et cetera. Et j'ai toujours beaucoup de mal avec ça parce que, heu, moi, par exemple, le port du signe religieux dans l'espace public, et je le dis d'autant plus volontiers que je n'en porte pas, je le trouve plutôt comme une bonne nouvelle. Alors sous toutes les réserves que ça comporte, d'être libre évidemment, mais on parle de l'homme, on parle de la femme, mais on pourrait parler de l'homme, on parle des musulmans, on pourrait parler des juifs, on pourrait parler de qui vous voulez, en fait, des bouddhistes. J'aime que l'homme, dans son quotidien, rappelle la transcendance. J'aime cette idée que l'homme, au fond, se souvienne à un moment que qu'il ne vit pas que de pain. Nous avons eu dans ce Covid en particulier, pourquoi ce Covid a été, aussi, fou quelque part? Mmh. Eh ben, en fait, c'est parce que tout à coup la mort a fait irruption dans la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, la mort est entrée puissamment et à la vitesse de la lumière, en un instant dans la vie collective, dans la vie de la société. La mort, elle entre dans la vie de l'homme, quoi qu'il en soit. Mais on voit bien que cette mort, on la cache. On le voit avec les EHPAD, on le voit avec ces rituels funéraires qui tendent à disparaître. On voit effectivement qu'on a une culture de l'éternelle jeunesse. On voit qu'on a une culture avec la science qui va nous sauver, avec l'économie qui va nous sauver, avec le gouvernement qui va nous sauver. C'est à peu près aussi vrai que la science et l'économie, heu, mais à un moment, oser la question de Dieu, oser la question de la métaphysique, oser la question de la transcendance, et ben, c'est être, contre l'innovation, c'est être à contre-courant, c'est accepter l'idée que nous ne soyons pas immortels, accepter l'idée que nous ne puissions pas nous autosuffire. Et ben, en fait, moi, je pense que c'est le cœur du problème. Et vous savez, pour terminer là-dessus, c'est très compliqué pour moi parce que moi, j'ai pas choisi d'être chrétien. C'est pas comme ça que ça s'est passé, en fait. Moi, je suis issu d'une famille catholique, traditionnelle italienne, culturelle italienne, Mmh. et certes, j'ai été baptisé, mais confirmé, ce que vous voulez, mais parce que c'était la grande tradition culturelle. Mais il n'en demeure pas moins que un jour dans ma vie, à un moment T du temps, on est capable de dater le 6 septembre 1995, cet amour du Christ a fait irruption dans ma vie sans que je ne demande rien, en fait. Et tant et si bien que c'est à partir de ce moment-là où, par exemple, quand ça a fait irruption, déstabilisant, m'en méfiant quelque peu, en fait, je vous raconte l'anecdote, mais Mmh. comment ça s'est passé? C'est assez simple. C'est un enterrement d'une fille avec qui je pas d'une fille, mais du père d'une fille avec qui je sortais, et pour faire simple, cet enterrement avait ceci de particulier qu'il y avait, je sais pas, 300-200 personnes dans l'église, et je constate qu'il y avait là des gens qui ne connaissaient le défunt qu'à peine, qu'il avait croisé un jour comme ça et qui avaient changé leur vie. C'est fou de penser qu'un type que vous croisez une fois dans votre vie peut vous changer la vie au point que vous entendez parler de son décès et que vous venez à son enterrement. C'est du délire. Mmh. Heu, 2e chose, il y avait 12 prêtres, pour célébrer cet enterrement, donc une grande solennité, une grande beauté, et à un moment donné, le célébrant, donc je me souviens de cette homélie la plus courte de l'histoire peut-être, qui, effectivement va dire quelque chose d'intéressant, va dire, heu, je passe les détails, mais dira, «Dieu est père et un père n'abandonne jamais son fils». Et en fait, ce truc m'a littéralement saisi en plein cœur en disant, j'ai pas dit: «C'est vrai». J'ai dit: si c'est vrai, il y a de quoi changer ma vie». Et quelque chose m'a profondément saisi. Et après, toute ma vie, en tout cas les premières années, après cette révélation, ont été passées à essayer de comprendre si c'était vrai, de voir si ma raison pouvait y accéder. C'est comme ça que j'ai commencé, et que je vais me terminer d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on peut le terminer un jour, mais un parcours en métaphysique sur la connaissance rationnelle de Dieu chez Aristote, heu, précisément parce qu'Aristote n'était pas chrétien, précisément parce qu'Aristote était polythéiste, précisément parce qu'Aristote, eh bien,
est un des rares ou un des seuls, Platon c'est un peu différent, mais ou Socrate, mais en tout cas chez Aristote, il a accédé à l'idée de même de Dieu, à cette transcendance, à cette immanence et à cette perfection dans l'ordre, dans la nature, en fait, au sens philosophique du terme. C'est le seul à y avoir accédé et donc j'ai voulu voir comment des gens qui n'étaient pas croyants, qui n'avaient pas de prédisposition, en tout cas qui n'avaient pas de préjugement, est-ce qu'ils étaient capables, par leur intelligence, d'accéder à cet ordre, à cette perfection? Et la réponse est oui. Aristote y est arrivé. Ensuite, il lui manquera le secours de la grâce que saint Thomas d'Aquin viendra effectivement mettre en musique. Mais et du coup, c'est comme ça que je veux dire, je me suis retrouvé être chrétien. Je sais pas si je me suis retrouvé chrétien, c'est un peu bizarre comme phrase, euh, mais c'est ça l'idée. Et au fond, depuis, moi, tout ce que je sais depuis 95, ce que je vois, c'est l'amour dont je suis aimé. C'est tout, en fait, finalement. Je c'est tout. En fait, pour moi, c'est d'abord ça, si vous voulez. Et donc, j'ai beaucoup de mal à théoriser un peu les choses. C'est un peu comme avec mon épouse, avec ma merveilleuse et admirable épouse. Quand on m'a demandé, plusieurs fois, on nous a demandé d'animer des je sais pas quoi, des conférences de merde là, sur le mariage machin. Je dis: «Mais je suis incapable de faire ça moi. J'ai pas épousé le mariage, j'ai épousé ma femme». Bien. Et donc c'est un peu le même problème. Parler du catholicisme, j'en sais rien. Parler du christianisme, j'en sais rien. Moi, je suis capable de vous parler de cet amour de Dieu dans ma vie et la façon, bof, extrêmement modeste et finalement très pauvre dont j'y réponds, mais pas grand chose d'autre en fait. Après, les gens, alors pour finir, les gens certains parfois sont perdus et ont besoin de figures à suivre et de guides. Moi-même, qui avait une petite chaîne, certes de 100 000 abonnés, j'ai toujours fait attention à rappeler que je ne suis rien et que je préfère être à l'horizontale avec les autres. Je ne suis rien du tout et je sais très bien que c'est très facile de Oui, oui. Oui, oui. manipuler, enfin Oui, oui. d'utiliser cette notoriété et donc voilà, c'est pour ça il faut vraiment que Vous les savez, gens. moi pour l'anecdote, dans ces grandes manifs, moi alors je vais vous dire un truc, la notoriété, on va en parler, et voilà. Enfin, ouais, on en parlera. Mais, le fait est que, dans ces grandes manifs du mois de juillet 2021, il se passe un truc assez drôle. Heu, grande grande manif du Trocadéro avec je sais pas combien de personnes, c'est toujours ça dépend de la préfecture de police ou de l'organisateur comme toujours, heu et donc moi je sais pas, j'étais là devant un parterre de gens. Il y a Florian Philippot qui me dit: «Il faut parler, il faut monter sur le podium». Moi? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais j'ai rien à leur dire à ces gens moi et et donc et donc je monte sur le podium et là je me fais applaudir. Tout le monde m'applaudit et je prends le micro, je dis: «Mais vous êtes tous complètement dingues en fait». Et j'ai dit: «Attendez, vous voulez vous demander pourquoi on est dans la merde? Il y a un type là que vous connaissez d'une dizaine d'années qui monte sur un podium, tout le monde l'acclame, alors que finalement, excusez-moi, mais ceux qui sont dans la merde, c'est vous, pas moi, hein. Donc moi, je veux bien que vous m'applaudissiez, mais vous me connaissez pas, on se connaît pas. Moi, je vous applaudirai pas, je vous préviens, hein. C'est et donc je dis: «Méfiez-vous des mecs qui arrivent sur un podium, qui savent haranguer les foules et qui vous promettent plein de trucs et qui gueulent dans un micro pendant que vous êtes par terre en train d'effectivement subir les mesures quand même, hein. Je veux pas C'est être ça. chiant les mecs, hein». Et du coup, Et ça n'avait pas beaucoup plu à Florian qui avait dit: «C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait quand on monte sur un podium». Et l'anecdote encore, je raconte juste ça, que ça m'a beaucoup amusé. J'avais foutu la merde dans une manif, je sais plus quand est-ce que c'était, j'arrive pas à m'en souvenir, où, les gens étaient ils flottaient, les gens étaient sous la flotte et nous, on était protégés par une espèce de barnum. Quand je suis arrivé sur le podium, j'ai dit: «Mais vous êtes des malades, retirez-moi ce truc». mmh. Je veux dire, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'arrive du haut de mon podium et je parle aux gens couverts alors que eux sont sous la flotte. Mais enfin, oh, les mecs, on va tous redescendre sur terre, hein. Je veux dire, on n'est pas des stars, on est personne, nous, hein. À un moment donné, on va tous redescendre, quoi. Et, et vous savez, l'anecdote, enfin, pas l'anecdote, l'histoire de la notoriété, je suis personne, l'histoire de suivre. Vous savez ce que Bernadette Soubirous, donc fait Bernadette Soubirous, elle a eu des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, blablabla, tout ce qu'on veut. Et bah, au bout d'un moment, elle a eu des apparitions, puis ça s'est fini quand même un jour. Et elle est donc rentrée au Carmel de Nevers. Et un jour, une de ses sœurs religieuses lui dit mais enfin, quand même, ça vous manque pas, Bernadette, de ces apparitions, quand même, quoi. La nana, elle a juste eu l'apparition de la Vierge Marie. Bon,
ça pose un peu, quoi. C'est un peu plus que le mec qui met c'est plus le mec sur un podium un 31 juillet. Heu, moi, j'ai pas eu d'apparition, quoi. Enfin, en tout cas, pas celle-là. Heu, mais et elle lui dit cette chose assez extraordinaire. Elle est en train de balayer, elle lui dit: «Qu'est-ce que j'ai dans la main?» «Un balai». Et ça sert à quoi un balai? Bah, balayer. Et quand on n'a plus besoin du balai, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le range. Il dit: «Bah, voilà, le Seigneur a eu besoin de moi à un moment et il m'a utilisé et il n'a plus besoin de moi, il m'a rangé au placard». Et ben, je trouve que c'est peut-être la meilleure phrase, qui devrait tous nous guider quand on a un tout petit peu de notoriété, quand on a un tout petit peu, quand on a une parole publique qui porte un peu. Je pense qu'on devrait tous se souvenir qu'on n'est que des balais, rien d'autre, et qu'au fond, tant qu'on a besoin de nous, bah, voilà, vous savez que les serviteurs inutiles, dit, la grande tradition, je crois que c'est au livre d'Isaïe où on parle des serviteurs inutiles. Et ensuite, effectivement, quand on n'a plus besoin de nous, on est rangé au placard. Point, en fait, c'est tout. C'est ça. Et ça fait, je rebondis vite fait, c'est pour dire que moi aussi, enfin, ça me fait de la peine, ça fait plaisir, mais ça me choque parfois quand certains me disent, ouais, si je te vois, parfois, il y en a qui me croisent dans la rue, je peux prendre un selfie. Je dis, ça me gêne, qu'est-ce que tu veux prendre une photo de moi? Viens, on va manger, on discute, mais je suis rien du tout. Ou d'autres qui me disent, Ouais, ah, toi, si tu étais président de la République, ça irait mieux. Je dis, mais vous êtes complètement fou. Non, ceci dit c'est pas parce que, ceci dit, ça peut pas vraiment être pire qu'en ce moment, alors bon. alors là-dessus, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, bien évidemment que je suis bien plus, et sans vantardise, hein, bien plus compétent, mais en même temps, c'est pas très difficile. Mais ils ont tellement détruit la fonction que maintenant, même moi, qui apparaît sur YouTube, qui fait des petites vidéos, qui donne son avis, euh, je- on juge que je suis plus crédible que des gens qui sont, entre guillemets, dans Non, ce mais c'est milieu-là. normal, mais c'est normal. Non, mais et puis aussi, je crois que après moi, je pense que c'est important, c'est vrai, d'avoir ce discours-là, d'avoir cette attitude-là, je pense que c'est important. Et en même temps, il ne faut pas j'ai découvert ça moi pendant ces 3 ans, il ne faut pas négliger non plus le fait que, bah, c'est peut-être l'histoire qui fait les hommes, en même temps que les hommes font l'histoire. Il y a la vérité est entre les 2 finalement. Et qu'à un moment donné, bah, se sont levés dans cette crise, alors je pense à moi, mais peut-être à d'autres, se sont levés effectivement des figures, c'est comme ça. Il y en a qui ça veut pas forcément dire qu'on est meilleur que les autres, ça veut juste dire que certains se sont levés, point. Point. Et ont accepté aussi, bah, de se lever avec toutes les conséquences que ça pose de se lever, et j'en ai vécu quelques-unes. Hem et au fond, il faut faire attention après à la fausse humilité aussi. Il y a toujours un risque là-dedans. C'est de se dire: «Non, non, non, écoutez, moi, vous savez, non». Non, à un moment donné, je pense que c'est un peu le syndrome Raoult. Hem, on dit de Raoult qu'il est pédant, qu'il est, imbu de lui-même. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, en fait, c'est peut-être vrai. Simplement, pourquoi les gens compétents et qui ont un talent, viendraient se dévaloriser? C'est aussi une question intéressante. Est-ce que, finalement, on admettrait que Martin Luther King, ne vienne pas, se lever à un moment donné? Il a été un leader, il a été un capitaine. Est-ce que, si un Martin Luther King ne s'était pas levé, d'autres se seraient levés? Peut-être. Le fait est que c'est lui qui s'est levé. Est-ce que et on a mis l'exemple comme ça. Est-ce que, finalement, un général de Gaulle, un Winston Churchill, un Jean Moulin, vous prenez toutes les figures de la Résistance que vous voulez, vous en prenez 15 000 si vous voulez, ici et ailleurs. Est-ce que, finalement, si ces gens s'étaient pas levés à un moment donné, l'histoire n'aurait pas été différente? Alors évidemment, on dit: «Non mais ils sont personne». Bah, oui et non. Ils sont personne, au sens, heu, où ils sont bah, au sens où effectivement ce sont des hommes, faits de chair, comme chacun d'entre nous, et il y a une part de profonde égalité et qu'il ne faut pas les déifier, ça c'est complètement vrai. Pour autant, ils ont un destin, et Mhm. pour autant, ils ont répondu à un appel, et pour autant, ce sont des capitaines. Vous savez, le capitaine, c'est celui qui fixe le cap, littéralement. Bah, tout le monde n'est pas fait pour être capitaine. C'est peut-être ça aussi le drame de notre société. C'est qu'on pense que tout le monde est fait pour être capitaine, que au fond, être second aujourd'hui, être matelot aujourd'hui, ça devient presque un problème. Mais en fait, c'est aussi normal que dans une société, si on prend l'image du navire, bah, vous ayez des matelots, vous ayez des seconds et vous ayez des capitaines. Le En effet. capitaine, moi j'ai été capitaine pour le coup, alors pour le coup j'étais capitaine par ailleurs, dans l'armée, mais c'est autre chose, mais j'ai été effectivement capitaine. Ce qui est vrai, c'est que
Le capitaine est celui qui fixe le cap. Il en faut bien des gens qui fixent le cap. Un Steve Jobs fixe un cap. Un Bill Gates avec tous ses travers que vous voulez, néanmoins, il a fixé un cap. Un Elon Musk, tous ces gens que l'on qualifie de géniaux ne sont pas d'abord des génies, peut-être que si, mais ce sont des capitaines, des gens qui ont une vision, en fait, Après, en et qui ont un France, on cap. n'aime pas. En France, on n'aime Mais pas bien sûr qu'on les. n'aime pas. On n'aime pas. Mais on n'aime pas parce que, pourquoi on n'aime pas? Parce qu'on est un pays de médiocres. C'est ça le Ouais, problème des c'est fois. ça. Et qu'on est un pays où, en fait, la réussite, moi j'ai vécu à l'étranger quand même pas mal de temps, que ce soit aux États-Unis ou un peu moins aux États-Unis qu'en Italie, mais quand même, euh, le fait est qu'on constate qu'il y a un problème de réussite, que la réussite pose problème. La réussite est suspecte. Je veux dire, et c'est ça qui tue C'est en fait ce vrai. pays. C'est que l'excellence n'a plus sa place à l'école, à la fac, que au fond, l'excellence, il faudrait quasiment aujourd'hui être. euh, je vous donne un exemple tout bête, mais alors non, tout bête. Dans mon boulot, dans ma profession, vous vous rendez compte que je n'ai pas le droit de dire de moi, ou je peine à le dire sous risque et sous peur de poursuite, ce qui serait stupide, qu'au fond, je suis meilleur que 95% de mes confrères. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que je m'en suis donné les moyens, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça. Il y a un truc que j'ai en plus, je l'ai vu, je le vois, je suis passé par des cabinets d'élite, je le vois, il y a un truc en plus. Et ce truc, il n'est pas. Et le dire, ah, c'est de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. C'est un fait, je le constate dans les audiences, je le constate dans les stratégies que j'ai élaborées, je le constate dans les résultats concrets qu'on a eus, c'est comme ça. Mais non, c'est pas possible. Et en fait, c'est exactement, si vous voulez, c'est marrant parce que on a ce problème-là, par exemple, à cheval. Bordel, il y a des chevaux dont on le sait, que bah voilà, ils ont une espèce de talent propre, ils ont une aptitude propre. Là, moi, j'ai une jument qui est exceptionnelle, elle est super, elle est géniale, mais elle fera jamais le concours. Elle en fera jamais. Et elle remportera jamais aucun prix. Vous pouvez faire ce que vous voulez, toute la technique que vous voulez. Alors que j'ai son frère, qui a les mêmes gènes qu'elle. Il a été débourré par la même personne. On l'a travaillé de la même façon. Lui, eh ben, je vous garantis qu'effectivement, l'année prochaine, il remportera le championnat d'Europe. Mais parce qu'il a une excellence propre, parce qu'il a une aptitude propre qui ne s'explique pas, qui est un truc d'inné, c'est comme ça. Mais ça, bah, allez-y pour le faire comprendre. Tiens. Et en fait, après, ça serait un sujet à lui tout seul, hein. Moi, j'ai fait des études de médecine. Je vais vous donner un petit truc. J'ai vécu dans un quartier et par rapport à la médiocrité, j'ai vécu dans un quartier et il y a ce qu'on appelle, il y a les assistantes sociales. Et moi, un jour, naïf, hein, école maison, je fais mon truc. J'ai jamais fait un seul devoir de ma vie et pourtant j'étais toujours dans le haut du panier. Bref, donc je passe mon bac en candidat libre, parce que je supportais pas l'école et que j'étais bon, c'est notre histoire. Je suis parti vivre au Japon pendant un temps. Euh, je reviens, je passe le bac, je l'ai. J'arrive à la fac, je n'ai ni téléphone, ni internet, enfin ni d'ordinateur, ni quoi que ce soit. Ensuite, je vois des gens, entre guillemets, des racailles, des gens qui ont arrêté l'école au collège, qui me disent, mais t'es con, regarde, moi je me suis acheté un scooter avec l'argent de l'assistante sociale, machin, etc., la mission locale, et choses comme ça. Je dis, ah bon? Il me Mhm. dit, ouais, ouais, il suffit d'y aller, et il te donne. Et moi, je me dis, mais ça serait magique d'avoir un ordinateur. Je vous assure que je vais là-bas, et euh, j'ai une certaine fierté d'origine algérienne, machin, etc. Donc j'ai honte de demander, hein. Mais tout le monde me dit, mais t'es con, allez, vas-y, j'y vais. J'y vais, je vous assure que c'est vrai. J'explique mon truc, je monte mes notes de bac excellent, tout ce qui est physique, chimie, 19, 19, machin, etc. Je monte tout, et l'assistante me dit, énervé, mais vous avez pas honte, mais vraiment, c'est énervant, vous avez pas honte d'oser demander de venir comme ça? Bon, déjà, moi, là, je suis humilié à souhait. Elle me dit, vous avez pas honte? Vous savez, monsieur, que il y a, et c'est son argumentaire, moi, qui m'a rendu fou, qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école, qui sortent de prison à votre âge, etc.
Et là, moi, j'ai toujours mon caractère. Là, je commence à me lever. Je dis, c'est pour ça que vous me refusez le truc. Donc, en fait, si je prends un rail de coke et que je dis merde à l'école, là, vous allez m'aider. Par contre, le fait que je suis de la même situation que les autres et que je suis là actuellement en fac de médecine, ça, par contre, là, ça mérite pas aide. Et là, elle savait pas Oui, quoi mais dire. c'est normal. Oui, C'est, c'est normal. voilà. En fait, c'est moi le problème. Et Oui. c'est eux qui sont. Et c'est et par exemple, plus tard, j'ai ouvert des entreprises. Euh, j'ai osé un moment, en fait, dans mon entreprise, cartonner. Donc j'ai osé, alors je vous dis, hein, j'ai osé en ouvrir une deuxième, hein, des contrôles. URSAF doit tout des contrôles à souhait parce que c'est pas bon quoi, et ça fonctionne trop, etc. La France a un problème effectivement avec la réussite là où à Beh, l'étranger on en fait, la respecte. France a un problème avec l'entreprise. Avec l'entreprise. La France, si vous voulez, c'est pas pour rien qu'on parle de l'État-providence. En fait, on a remplacé Dieu, on parlait de la transcendance tout à l'heure, le seul Dieu qui ait le droit de citer en France, c'est l'État. C'est à lui qu'on demande effectivement secours, c'est vers lui qu'on se tourne. L'homme politique est la providence, la nouvelle providence, il promet et finalement, on ne fait que promettre en général. Mais le fait est que cet argent gratuit, c'est tout ça le problème de fond. Alors évidemment que c'est une question extrêmement complexe parce que il y a quelque chose de bon dans cet État-providence. Il y a quelque chose de sain, dans tous les sens du terme d'ailleurs, dans cet État-providence qui prend soin des plus fragiles et qui véritablement se montre presque paternaliste à l'égard des plus fragiles. C'est sain comme situation. Sauf qu'attention, parce qu'il y a un risque à un moment donné qui est de ne plus permettre à des gens de se déployer. Et il y a un risque à un moment donné à s'intéresser toujours au dernier de la classe, pour C'est faire ça. simple et qui a besoin de soutien, à ne pas permettre à celui qui est premier de se déployer en réalité. Alors, c'est ça le problème de fond. C'est que c'est tout ce débat qu'on a depuis un moment sur l'assistance. Attention à cette notion d'assistance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut admettre qu'on a un problème en France. Simplement, le problème, par exemple, c'est un truc intéressant. Le problème, on voit le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus et ça interroge. Dans ma profession aujourd'hui, je ne sais pas, enfin si je le sais, on sait pourquoi, mais on n'arrive plus à recruter des collaborateurs avocats, des jeunes avocats, on n'arrive plus à recruter. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de refuser un certain nombre de dossiers parce que je n'arrive plus à recruter. Pourquoi? Alors on dit parce que tu payes mal, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Mais en l'occurrence, c'est pas vrai. Je ne paye pas mal, c'est pas vrai. Nous ne payons pas mal. Il y a des cabinets qui le font, mais la plupart des cabinets que moi je connais qui peinent à recruter ne payent pas mal. Ben non. Pourquoi? Parce que en fait, le phénomène, c'est que les jeunes maintenant s'installent directement. Ils ont la liberté, ce qui n'était pas notre cas à mon époque, de pouvoir s'installer directement. Et du coup, s'installant directement, considèrent qu'ils n'ont plus à dépendre de qui que ce soit et non plus à ne pas à se vendre aux autres. Et ça crée un truc absolument terrible, parce que du coup, des gens qui sortent de l'école, qui ne connaissent pas leur métier, qui au lieu de l'apprendre auprès de quelqu'un qui le connaît, vont improviser avec la vie de gens entre leurs mains quand même. Hmm. Euh, mais c'est comme ça, c'est cette culture très française. Moi, oui, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.